Bienvenue à C2G Talk, une série d'entretiens avec des professionnels éminents et des leaders d'opinion qui vise à explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Mark Turner, consultant senior de communication pour l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, et je suis aujourd'hui avec Kumi Naidoo, l'un des plus grands activistes mondiaux de l'environnement et des droits humains. Depuis qu'il a commencé à militer contre l'apartheid dans son enfance, il a depuis occupé et rapidement des positions importantes, dont celle de directeur exécutif de Greenpeace ou de secrétaire général d'Amnesty International, entre autres. Actuellement, c'est une voix proéminente pour la justice climatique et c'est un conseiller spécial pour la Green Economic Coalition et il organise le podcast Power, People and Planet. Bienvenue à Citogeto. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Donc, le concept de justice climatique, ça attire de plus en plus d'attention dans les dernières années et c'est vraiment un point d'attention très important maintenant et en particulier dans les COP. Comment définissez-vous la justice climatique et dans quelle mesure pensez-vous que les politiques climatiques actuelles s'inscrivent dans cette justice? Pour comprendre la justice climatique, il faut comprendre la justice climatique. Et l'injustice est très claire et simple. Mais c'est-à-dire que les parties du monde qui ont la plus grande responsabilité de l'accumulation des gaz à effet de serre ne sont pas celles qui payent le tribut et le prix le plus important en termes d'impact climatique. Et donc que les choix sur les systèmes économiques, les systèmes énergétiques, les systèmes alimentaires, etc., tous ces choix n'ont pas été pris par les personnes qui vivent dans des pays qui payent le tribut le plus fort et qui le payent avec leur vie et les infrastructures détruites. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que les épisodes extrêmes ne touchent pas également des pays du Nord global. Il y a également des morts dans ces pays, mais lorsque ça se produit, ça touche de façon disproportionnée les personnes de couleur, les personnes des classes ouvrières, les exclut, pas toujours, mais souvent. Et tant qu'on ne comprend pas ces injustices, mais il faut les comprendre et il faut voir comment on peut implémenter ce droit. Donc la justice climatique consiste à adopter toute la réalité de la situation dans laquelle nous sommes arrivés. Et il faut reconnaître que certains choix politiques et autres qui ont été pris par le passé, quand la science n'était pas aussi claire qu'aujourd'hui, sont des choses que l'on peut mettre dans la boîte des erreurs pardonnables. Mais il ne faut pas prétendre que ce n'est pas arrivé. Ce que font grand nombre de pays dominants du Nord global, pardon, et ce qu'ils ont essayé de faire. Et en Égypte, à la COP, on a vu un virage symbolique important dans le sens où la notion de perte et dommage a été enfin acceptée sans qu'aucun argent ne soit mis dans le fond. Hein. Je ne vais pas parier sur ce point maintenant, mais au moins on a eu cette victoire symbolique et je pense que c'est une étape positive. Mais ça veut également dire qu'en termes pratiques, que la justice climatique veut dire également qu'on veille à ce qu'il y ait des transferts technologiques qui se passent pour les technologies renouvelables, par exemple, et qu'on reconnaisse vraiment que des vies ont déjà été perdues et qu'on va perdre plus de vies dans les décennies à venir et au-delà de cela. Et pour répondre à l'urgence nécessaire, il faut voir le sens de l'équité et de la justice. Je vais terminer par quelque chose pour votre question. Lorsque les propositions de Greenpeace ont échoué à la conférence de Copenhague, j'étais à la BBC, je donnais une interview. Et j'en étais à un moment que je voyais qu'il fallait vraiment qu'on s'ouvre de plus en plus d'espace. Et d'une façon très dramatique, je dirais, les catastrophes climatiques auxquelles nous sommes face nous offrent une opportunité de nous séparer de la division entre les riches et les pauvres, des pays en développement et développés, car tant que nous n'aurons pas vraiment compris que c'est la question qui doit rassembler l'humanité pour qu'elle agisse de concert, et que
qui est donc les personnes, la justice, c'est-à-dire que les pays qui ont le plus contribué aux émissions contribuent le plus à la réparation, mais tout ceci devrait nous conduire à un nouveau sens de la solidarité, de la majorité et de compréhension, mais je dirais, pour terminer la réponse à votre question, que la réalité, c'est que beaucoup trop de leaders politiques et de politiques n'ont encore absolument pas la conscience et les connaissances nécessaires pour se rendre compte que nous sommes véritablement au bord du gouffre. Donc, dans quelle mesure pensez-vous que faire face à et répondre à la justice climatique peut être une façon, un pont pour aborder le concept de justice générale et globale, mondiale? L'injustice climatique ne peut pas être vue séparément de l'injustice globale mondiale. Et une partie de ceci inclut la domination d'un petit nombre de pays, traditionnellement et historiquement du Nord, qui ont pris les décisions les plus importantes sur l'économie, sur le développement, les dépenses militaires, etc. Et ce sont les mêmes pays qui ont également exercé des brutalités coloniales. Et donc le défi climatique, c'est l'échec des systèmes économiques, des systèmes d'énergie, alimentaire, etc. Et donc tous ces systèmes, disons-le très clairement, n'ont pas été conçus par la grande majorité des personnes qui vivent dans les pays pauvres du Sud global. La deuxième chose, c'est que la façon dont on essaye de s'attaquer au climat, on ne peut pas simplement, par exemple, dire que nous devons passer à une économie verte, donc que on va prendre les énergies basées sur les énergies vertes, renouvelables, etc. Mais tout ceci, tout en gardant les structures économiques qui ont dominé l'industrie, donc avec les combustibles fossiles. Et donc, si on veut avoir cette justice climatique, on ne va pas se contenter de dire qu'on veut une économie verte, on va dire qu'on veut une économie inclusive, équitable et verte. Et donc, tous les défis qui entourent l'équité, et attendez, je vais ajouter quelque chose. Je pense que même les mouvements environnementaux, si je peux faire une espèce d'autocritique, ne veulent pas parler assez d'un mot très gênant, d'un mot épinant et comme on devrait le faire. Et ce mot, c'est la consommation. Et en gros, la réalité, c'est que si nous, dans les pays du Sud, nous voulions avoir la consommation des pays du Nord, eh bien, la lutte climatique serait dépassée car on serait tous morts très bientôt. Parce que je sais que les gens parlent beaucoup de population et que c'est lié à la justice climatique, etc. Mais il y a beaucoup de groupes de volontaires dans le Nord en particulier qui parfois me demandent et me disent pourquoi on ne prend pas la question de la population plus sérieusement. La question est bonne en tant que telle, mais souvent, et même dans des publics généraux, la question de la population revient sur la table quand on parle du climat. Et parfois, les gens ils voient les choses en noir et blanc. Vous, en Afrique, vous avez trop d'enfants, et donc arrêtez d'avoir autant d'enfants, et comme ça va résoudre le problème climatique. Moi, je réponds, je crois sincèrement que on doit bien sûr résoudre cette question de la population, mais une fois qu'on y a répondu, une façon d'y répondre, c'est le faire en en poussant vraiment l'agenda politique, c'est ce qui est de l'équité, c'est vraiment ce qui transforme la taille des familles dans le monde entier. Et troisièmement, il faut commencer à faire des investissements utiles. Et donc,
Tout ceci étant dit, ça veut dire que c'est la question donc de la consommation, et je ne veux pas être responsable de toutes ces statistiques mathématiques, mais je dirais qu'il faut pratiquement, je sais pas, 200, 250 en francs africains pour avoir la même consommation au long de leur vie que celle d'un enfant et donc d'un adulte après aux États-Unis ou en Europe. Et il faut que nous soyons très clairement, il faut que très clairement nous ne sortions pas l'histoire de son contexte historique. Il faut que nous soyons honnêtes et il faut que nous soyons capables de, de reconnaître qu'on ne peut pas inverser le passé, de le reconnaître, de voir comment on y fait face, mais il faut essayer de construire un futur qui ne réplique pas ce manque d'équité qu'on a vu dans le passé. Et pour que ceci se produise, on ne peut pas avoir l'approche que l'on a vue après la crise financière mondiale, ou même maintenant, après le Covid, c'est-à-dire de la reprise des systèmes. Ce dont on a eu besoin après la crise de 2009, et ce dont on a encore plus besoin maintenant, c'est une innovation des systèmes, une reconception de ces systèmes et leur transformation. Et donc, nous devons, nous tous qui disons que nous allons protéger la sécurité de nos enfants et de nos petits-enfants, ne pouvons pas faire des actions futiles finalement pour rien, parce que ça consiste à nier la situation catastrophique de laquelle nous sommes. J'aimerais un peu plus parler du chiffre fatidique de 1,5 et qu'il faut bien sûr mettre à l'ordre du jour international, mais en même temps, on voit des avertissements grandissants des scientifiques qui disent qu'il n'y a presque aucune trajectoire crédible qui nous permette d'atteindre cet objectif et qu'il va certainement y avoir un dépassement. Pendant combien de temps et de combien de degrés, ça c'est la question. Et dans une interview à Al Jazeera, vous avez dit que il y a eu un grand changement et qu'avant c'était le 1,5 pour rester vivant et que maintenant c'est le 1,5 pour peut-être rester vivant. Donc, comment voyez-vous l'impact psychologique de tout ça? Quelle est l'importance de tout ceci, étant donné les avertissements scientifiques que l'on met? Quelle sorte d'impact politique, psychologique on va avoir à franchir ceci dans les années à venir? Je vais vous raconter une anecdote. En 2015, je suis allée au Vanuatu, aux Fidji, et les personnes formidables que j'ai rencontrées m'ont enseigné ce slogan 1,5 pour être en vie et 1,5 to stay alive. Ça, c'était en juillet 2015. Quelques mois plus tard, je les ai rencontrés aux négociations pour l'accord de Paris et ils m'ont pris à part comme ça et ils m'ont essayé ils m'ont intégré dans une petite manifestation qu'ils avaient en marge de ceci. Ils m'ont donné le mégaphone et alors j'avais commencé à dire le slogan 1,5 degré pour rester en vie. Et là, ils m'ont dit que non, 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 le slogan a changé. Maintenant, c'est 1,5 degré et on sera peut-être encore vivant. 1,5, we might survive. Et je pense que tant qu'on sera pas conscient de tout ça, on va reproduire les mêmes erreurs qu'avant. Donc en 2015, lorsque les négociations de Copenhague ont échoué, un de mes collègues de Greenpeace, et moi j'étais tout à fait nouveau chez Greenpeace, il m'a donné une page blanche, et donc moi ça faisait une semaine que j'étais dans l'organisation, et il ne savait pas comment je parlais et il m'a dit allez, tu vas taper du poing sur la table et dire que c'est dégoûtant et que vous avez trahi les gens du monde entier, etc. Et j'ai remercié ses conseils. C'est pas exactement ma façon de procéder, car en réalité, on considérait que j'en avais trop fait, et on aurait dit que j'avais traversé la ligne, pousser les bornes. Et donc j'ai dit qu'on doit se poser la question suivante, c'est que est-ce que le niveau d'urgence serait aussi bas qu'il est actuellement si les personnes les plus touchées
maintenant et qui maintenant perdent les vies à cause de toutes ces catastrophes venaient d'endroits, de pays qui ont beaucoup de ressources dont dépendent les économies des pays riches et du Nord. Est-ce que le niveau d'urgence serait différent si les pays économiquement forts étaient touchés, ou les pays qui ont des forces militaires? Et enfin, et c'est pour ça que certains ont dit que j'avais poussé les bornes, et dépassé les bornes, c'est est-ce que le niveau d'urgence serait si bas si ce ne dépendait pas de la couleur de la peau des gens? Et oui, c'est le dilemme auquel nous sommes face. Si on voit toutes les institutions, y compris celles qui incitent aux grands changements nécessaires, souffrent certainement de cette sorte de fardeau du racisme structurel qui a la voix autour de la table, etc. Et cette question est encore très coincée dans les vieux schémas. Et je ne veux pas dire que les organisations n'essayent pas de changer. Les nouvelles ONG du secteur international, au cours des dernières années, ont vraiment essayé de changer. Mais une chose est de dire qu'on reconnaît d'avoir à changer, mais ensuite, il va falloir faire les actions nécessaires et être à la hauteur du défi mondial. Et ça, si on ne fait pas ça, c'est un problème. Et lorsque l'on regarde la question où on en sommes avec le réchauffement à 1,2 degré, il faut d'abord dire que c'est un échec dramatique du leadership économique et politique, mais il faut également voir que c'est un échec du leadership, du militantisme et de l'activisme. Bien sûr que la situation serait bien pire s'il n'y avait pas eu tous les sacrifices et les combats de toutes les personnes qui se sont battues envers et contre tout, mais nous en sommes vraiment maintenant dans une situation ou si on ne peut pas continuer avec le business as usual, mais il faut également dire qu'on ne peut pas continuer avec l'activisme as usual, c'est-à-dire il faut dire on gagne des batailles envers et contre tout, mais on doit reconnaître que l'on perd la lutte générale et il faut vraiment recalibrer et revoir ce qu'il faut faire. Et c'est dans ce contexte que des questions dont j'ai parlé dans l'article d'Al Jazeera euh, vient du fait que la messe n'est pas dite et que je ne suis pas un grand... je ne prône pas l'élimination du dioxyde de carbone, mais c'est pas quelque chose vraiment qui m'enthousiasme. Mais quand je regarde que nous sommes face à telle réalité et si demain, magiquement, nous étions capables d'enlever comme ça toutes ces émissions de carbone, mais même si comme le dit un certain Gagman, on serait encore, pardon, on leur encore dans l'os, car les émissions sont là et elles vont encore provoquer d'énormes dommages. Donc, si nous disons qu'on ne peut pas trouver une justice climatique de l'élimination du CO2, ce qui à mon avis devrait être, et j'aimerais beaucoup que ce soit à travers des interventions basées sur la nature, par exemple comme en plantant des arbres, qui est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes dans le sud global euh, se posent des questions sur ces nouvelles technologies. Parce qu'on dit pourquoi est-ce que les gens du Nord global n'ont pas investi dans, par exemple, des initiatives de plantation des arbres, comme le GIEC le préconise depuis 2018, mais qu'ils essayent toujours de chercher des gadgets technologiques et des interventions comme ça, et d'en faire l'expérience sur nous, les gens du Sud. Donc ces tensions ne sont pas faciles. Il faut reconnaître que c'est pas facile d'y faire face. Il faut mettre tout sur la table et il faut reconnaître que si on dit qu'on ne veut même pas les regarder, disons clairement ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous disons que les personnes des îles du Pacifique
ne sont pas indispensables et qu'on se moque d'eux en quelque sorte. Ça veut dire que leurs vies ne sont pas importantes. On dit que la vie des personnes dans les petits États insulaires dans le monde entier ou dans des pays comme le Bangladesh, comme le Ghana et dans beaucoup d'autres pays, donc des petits États insulaires dans d'autres parties du monde, c'est comme si l'on disait, en gros, qu'on prend des décisions pour dire qu'ils ne comptent pas. Tout ceci étant dit, est-ce que j'ai peur de l'élimination du CO2? Est-ce que j'ai peur de voir que ces politiques et tous ces investissements sont dirigés par les gens du Nord? Oui, bien sûr que j'ai peur, mais je dois dire qu'on n'a pas d'autre choix que de se greffer là-dessus et de voir que ça ne reproduise pas les schémas qu'il y a eu dans l'industrie avec combustibles fossiles. Et il faut être sûr que les décisions ne vont pas être prises par des personnes qui vont en tirer des bénéfices commerciaux, car on pourrait laisser maintenant les choses se faire comme ça, mais je me suis peut-être un petit peu emportée. Vous avez bien fait, car l'élimination du CO2 est sous le feu des projecteurs actuellement et attire de plus en plus d'attention, en particulier aux États-Unis. Donc, c'est une question importante et il faut en parler. Je me demandais dans quel degré vous pouvez inscrire l'élimination du CO2 comme dans le cadre de la justice climatique ou de la restitution. Actuellement, on parle de décolonisation également de l'atmosphère. D'une certaine façon, il y a eu des pays qui essayent de défaire le dommage qu'ils ont commis au cours de l'histoire. Est-ce que pour vous, donc, ça rentre dedans? Car il y a eu comme un sens en disant que c'est le Nord qui essayait d'imposer des technologies au Sud, mais on pourrait retourner la situation. L'intérêt que j'ai dans cette conversation, et je suis membre du Global Carbon Removal Partnership, qui est gouverné par Etedi Agrawal, qui est conseiller au doyen de Thunderbird School of Global Management. Et mon intérêt dans cette question, c'est de veiller à ce que le Sud global ne soit pas marginalisé et essayer justement d'inverser cette situation, comme vous le disiez, mais comme vous le savez, Marc, c'est une grande, grande tâche. Et, et, et ça se passerait même avec une volonté politique, mais ça va être difficile quand même. Et donc, je pense que le défi face auquel nous sommes, et c'est la question de la capacité de la recherche, la capacité intellectuelle et le nombre de personnes qui sont engagées dans la conversation sur l'élimination du CO2. Et il faut voir que le défi, c'est qu'elles sont surtout dans le Nord. Donc une chose qu'il faut faire, c'est veiller à ce que cette conversation et la moindre initiative qui puisse être prise doit avoir une participation équilibrée avec les personnes du Sud. Donc ça, c'est une chose vraiment indispensable. Mais actuellement, il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, car en termes d'inclusion, de diversité et de justice en la matière. La deuxième façon de retourner cette situation, c'est de veiller à ce que la façon dont on conduit ces initiatives, et on ne parle même pas de l'élimination du CO2, mais même si l'on parle de transition des combustibles fossiles aux renouvelables, faisons-le avec la justice, en disant que ce sont les communautés qui ont payé le prix de la consommation des pays du Nord et des émissions qui en découlent. Reconnaissons tout d'abord qu'ils ont déjà payé tout un tas de tributs et de coûts avec les épisodes extrêmes météorologiques qui se produisent et qui vont continuer à se produire. Donc ce que je dis, c'est que si on développe une technologie, il faut qu'elle soit disponible ou pro bono ou sur une petite base réduite et et on sait qu'il est difficile pour le Sud en raison des régimes de paiement que l'on a et pour la transition. Donc la dernière chose que je voudrais dire en la matière, pour retourner donc cette situation comme vous disiez, c'est également veiller à ce qu'il y ait
absolument rien qui soit essayé, expérimenté, sans une approbation scientifique, que ce soit le GIEC ou un organisme faisant autorité, et que ça doit être fait d'une manière qui ne réplique pas l'injustice économique dans la façon dont a été fait la plupart des projets économiques à ce jour. Je voulais maintenant aborder une technologie qui fait l'objet de plus de polémiques. Certains scientifiques explorent la possibilité de refléter une partie de rayonnement solaire dans l'espace, avec l'injection d'aérosols dans la troposphère ou l'éclaircissement des nuages marins, et c'est la modification du rayonnement solaire, la MRS. Mais bien sûr, ça s'accompagne ça répond à des risques, mais ça s'accompagne de ses propres risques et d'incertitudes. Et au cours des derniers mois, on a vu beaucoup de débats sur le fait qu'il faut avoir ou non une recherche sur ce sujet et comment on pourrait gouverner, quelle serait la gouvernance de ceci. J'aimerais connaître votre opinion. Est-ce que ça rentre dans le rayon de solutions que vous imaginez et est-ce que vous voyez une juste approche à ceci? Eh bien, le simple fait d'avoir cette conversation et cette exploration doit être reconnu en fait, on doit reconnaître que ça vient des endroits qui nous ont conduits vers la destruction climatique. Ça vient également, en général, des pays du Nord global dont on parlait, et qui disent que maintenant, il faudrait peut-être avoir recours à la géo-ingénierie solaire, à la modification du rayonnement solaire. Et j'ai un point de vue très clair et très simple. Nous sommes dans une crise très profonde en termes de ce qui arrive dans l'atmosphère. Le simple fait d'avoir cette conversation traduit un échec manifeste de leadership dans le passé. N'aggravons pas cet échec en allant de l'avant avec ces solutions entre guillemets qui n'ont pas fait l'objet de tests. Donc ce que je dis, c'est que c'est pas parce que la solution existe et qu'elle réduit les émissions, et même si elle le fait de façon importante, ou même si elle est capable de réduire les émissions, mais si cette chose positive va également se traduire par 5 ou 6 résultats négatifs avec des changements importants pour toute l'atmosphère et pour toute notre réalité, alors ça ne devrait pas être mis en avant et pas aller de l'avant. Donc je ne veux pas dire qu'il ne faut absolument pas en débattre, car nous sommes effectivement dans une crise très grande, mais on ne devrait pas faire aller ces choses de l'avant sans qu'il y ait eu vraiment un consensus mondial. Et par exemple, même si on prend des solutions qui ne sont pas technologiques, par exemple, et là je ne parle pas comme un scientifique, je parle comme une personne normale, entre guillemets. Disons par exemple, si on pense à planter des forêts d'algues dans l'océan et qu'on dit que cela va faire baisser le CO2 dans les océans, et beaucoup de personnes soutiennent ceci et l'explorent. Mais même cette intervention fondée sur la nature, même celle-ci, elle doit être testée, elle doit faire l'objet de tests. On ne peut pas dire que du jour au lendemain, on va couvrir un tiers des océans mondiaux de forêts d'algues et que on ne peut pas affirmer que ça ne pourrait pas avoir d'autres conséquences très importantes. Donc il faut avoir les conséquences et les capacités de voir ce qui pourrait arriver. Donc, c'est la diligence raisonnable de base. Avant de faire toute chose dans les affaires, il faut voir les implications, les conséquences sociales de ce que l'on va faire. Et là, il doit vraiment avoir une diligence raisonnable de très grande qualité pour le faire.
Et donc, si on prend simplement le cas de la modification du rayonnement solaire, à votre avis, où est-ce que ce type de ce processus de gouvernance et de conversation devrait avoir lieu, et qu'il y a déjà des forums qui existent, et comment le feriez-vous d'une façon inclusive, qui soit pas inclusive sur le plan symbolique, mais qui soit réellement et qui rassemble les gens pour qu'ils comprennent toutes les questions, les risques qu'il y a à l'appliquer et ne pas l'appliquer. Comment créeriez-vous une gouvernance inclusive et juste sur ce sujet? Eh bien, c'est extrêmement difficile, ça c'est ma première réponse, car notre système de gouvernance est en morceaux, en quelque sorte. Notre système de gouvernance mondial souffre d'abord d'un manque de démocratie, d'un manque de transparence, d'un manque de cohérence et d'une façon générale d'un manque de reddition des comptes. Mais si on ne regarde pas tout ceci, on ne peut pas comprendre la solution. Donc le manque de démocratie. Prenons toutes les institutions qui remontent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme la Banque mondiale, les Nations Unies et leurs organes, la plupart des structures des Nations Unies, théoriquement, fonctionnent sur le volet démocratique et la Banque mondiale est gouvernée également par un système de vote et les Nations Unies ont une base d'équité. Mais voyons plus précisément les organes des UN. Par exemple, le Conseil de sécurité. Pourquoi avons-nous le Royaume-Uni et la France qui ont le veto? Ils ont été des superpuissances. Et même jusqu'à la fin de la guerre froide, elles ont été très dominantes. Elles ont été des puissances de colonisation hégémonique qui ont contrôlé des grandes parties de la population mondiale. Ce n'est plus le cas. Donc, pourquoi elles ont le veto? Parce qu'elles ont l'arme nucléaire. Mais si dans ce cas-là, si toute nation qui dispose de l'arme nucléaire doit être au Conseil de sécurité, il faut qu'il y ait l'Inde, le Pakistan, l'Israël et la Corée du Nord. Donc, soyons clairs. Le Conseil de sécurité ne reflète pas la nouvelle réalité du monde et ses principes de base. Donc, la deuxième chose, c'est le manque de cohérence. Et si on voit ceci en dehors du prisme du climat, regardez, dans un pays, vous allez avoir le ministère des Finances qui va aller à la Banque mondiale, le ministère des Affaires étrangères aux Nations Unies, le ministère du Commerce à l'Organisation mondiale du commerce, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour un petit pays comme le Lesotho, comme le Swaziland, pour une petite île qui n'a que quelques milliers d'habitants? Comment est-ce qu'un pays comme ça peut survivre dans un système pareil? Mais même dans des grands pays, il y a de l'incohérence. Et comment ces différents ministères communiquent. Et donc, si on voit ceci depuis le point de vue climatique, avec les nouvelles technologies, le point de vue des nouvelles technologies, il faut reconnaître que toutes ces initiatives dont on parle, aussi effrayantes soient-elles ou aussi prometteuses soient-elles, tout dépend de l'angle à travers lequel on le regarde, et elles vont avoir de nombreuses conséquences. Donc, il faut vraiment le voir d'une façon intersectionnelle. Et soyons très clairs, il n'y a pas actuellement de mécanisme existant approprié. Et le manque de transparence veut dire que très souvent, la plupart des membres, des députés ou des gouvernements locaux du monde entier ne connaissent même pas le système de gouvernance internationale. Donc, ils sont tellement déconnectés de tout ça, il y a une telle déconnexion, parce que la gouvernance, ces mécanismes sont très opaques en quelque sorte. Et tous ces manques, tous ces déficits cumulés vous donnent un manque de reddition des comptes et un manque de conformité. Donc, je vais vous raconter une anecdote assez désagréable. Donc, après la sortie de l'article d'Al Jazeera, j'ai reçu un appel de certains collègues proches sur le continent africain qui m'ont fait part de leurs préoccupations sur ce que voulait dire l'article et sur ses éventuelles conséquences. Et je leur ai dit de le voir avec l'esprit ouvert, mais
je ne, non seulement, bien sûr, je les respecte et je respecte ce travail, mais j'aime vraiment beaucoup leur travail. Et ça m'a fait du mal d'entendre ça. Mais la chose la plus importante avec laquelle d'ailleurs je suis d'accord, c'est de c'est de voir comment on va devoir avoir un rôle et à jouer pour dire ceci et ceci dans tel ou tel domaine. Et la chose qui a vraiment fait écho en moi, c'est de me dire combien de fois euh, sommes-nous allés avec optimisme et espoir à une conférence des Nations Unies ou certains traités de gouvernance au niveau international, comme par exemple le Fonds vert pour le climat en 2015 qui s'est engagé à être entièrement financé d'ici à 2020. Et donc, on y allait, on célébrait, on disait oui, ça, le monde a fait ceci, et on s'est dit qu'on avait gagné malgré notre petit. Et on s'est rendu compte que ça n'était pas mis en œuvre. Donc, étant donné tout ceci, vraiment, aujourd'hui, je pense que ces décisions doivent être enracinées et fondées dans la clarité scientifique avec le plus de précision possible. Et je pense que la meilleure gouvernance que l'on peut avoir, c'est d'essayer de voir où on peut bâtir un rôle unique dans le cadre d'un processus du GIEC et pour qu'il y ait une commission spéciale du GIEC sur l'élimination du CO2 qui doit être reconnu et qui doit se voir allouer les ressources nécessaires et la présence et le soutien nécessaires afin de mobiliser l'acceptation pour ce type de technologie du GIEC. Et je suis conscient du fait que beaucoup de personnes vont dire que le GIEC est un organe très conservateur, qui a trop de médiation et que leurs cycles de 5 ans, cycles d'évaluation de 5 ans sont toujours moins sérieux qu'ils ne devraient l'être, peut-être moins approfondis, mais dans un monde de choix limités et de crise climatique, je ne dis pas que je suis complètement d'accord avec, je ne dis pas que je suis très pour ça, mais ça pourrait être une option possible. J'aimerais terminer sur une question. Vous avez parlé de l'optimisme, justement, et l'optimisme peut être un peu compromis, mis en morceaux même. Et vous avez passé votre vie à être militant, vous avez dû connaître des hauts et des bas au cours de votre parcours, vous êtes encore actif, vous avez encore l'énergie. Ça peut être extrêmement difficile de continuer à être motivé quand on travaille sur le climat, étant donné les défis. Vers quel type de philosophie vous tournez-vous? D'où tirez-vous votre philosophie pour continuer à agir tout en étant conscient de la profondeur de la crise, mais tout en gardant le sens de l'action et d'aller de l'avant? Tout d'abord, vous avez parlé des hauts et des bas. Je voudrais dire qu'il y a eu beaucoup plus de bas que de hauts. Et deuxièmement, je dirais que à l'heure actuelle, nous devons nous dire qu'il n'y a absolument aucun espace pour le pessimisme. Troisièmement, ce qu'on devrait se dire, pardon, c'est que le pessimisme de cette analyse qui résulte de ceci, de l'échelle du problème, doit être dépassé et contrebalancé par l'optimisme que nous donne notre créativité, notre excellence intellectuelle, notre participation dans la recherche pour un meilleur monde. Malheureusement, en raison de l'avidité du monde du système économique et de la façon dont les injustices ont pu prospérer, il y a beaucoup trop de personnes qui sont déjà mortes et malheureusement beaucoup trop d'autres personnes qui également vont en mourir. Et ce n'aurait pas été le cas si on avait pris les bonnes décisions il y a longtemps à Rio. Plutôt que d'avoir George Bush qui a levé le doigt en disant que le mode de vie américain n'était pas négociable. Non, au lieu d'avoir ceci, il aurait fallu alors que l'on se dise qu'on va tous travailler ensemble pour voir l'échelle du problème et ne pas laisser les compagnies de combustibles fossiles avoir accès aux données et organiser des campagnes qui disent le contraire de ce qu'il faudrait faire.
Donc, l'optimisme, il doit venir de la compréhension que l'humanité peut et doit s'améliorer de façon importante dans les politiques que l'on prend et dans les changements qu'il va falloir opérer. Et je vais d'ailleurs vous donner une anecdote, car ce que vous m'avez dit m'y a fait penser. J'ai été invitée dernièrement à m'exprimer lors d'un événement, et à la fin, les personnes sont revenues vers moi et m'a chaleureusement remercié et m'a dit: «Ah, c'est formidable de voir quelqu'un de votre âge qui continue à participer.» Mais donc, mes 40 ans de réflexion me conduisent à vous dire que du côté négatif, nous sommes à un des moments, au moment le plus effrayant que j'ai jamais vu, véritablement, car nous avons une convergence des crises et que véritablement, nous sommes engagés sur une trajectoire suicidaire. Mais le côté positif, c'est que je ne me rappelle pas d'avoir vécu un moment au niveau mondial où je me suis dit que les attentes pour un grand changement systémique et que ces attentes sont plus grandes qu'elles n'ont jamais été. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes reconnaissent on ne peut plus maintenant vider la mer à la petite cuillère ou de faire des choses comme ça, ou faire des petits pas à droite à gauche. On vit dans sur la même planète, et de plus en plus de gens, pas tout le monde, je veux le dire clairement, mais un nombre croissant de personnes qui comprennent qu'on n'assurera pas l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants si on n'a pas la claire volonté de nous poser de claires questions sur la façon de réduire les inégalités économiques. Et il y a beaucoup de gens riches qui sont des gens très bien. Mais il faut également comprendre que des personnes comme nous qui avons des revenus, et en particulier les personnes qui consomment, surconsomment, et se dire que si on fait ça, et on s'est octroyé en fait ce droit, ça veut dire qu'on prive des milliers d'autres de tout ça. Martin Luther King disait clairement qu'on devrait refuser d'ajuster les conditions économiques qui vont prendre les nécessités d'un grand nombre pour les donner à quelques-uns, dans un monde où les enfants de Dieu vivent dans la grande pauvreté au milieu de l'affluence d'une société prospère. Et il le disait en 1964, et ce qui était tout à fait d'actualité aux États-Unis à l'heure actuelle, l'est beaucoup plus, 100 fois plus aujourd'hui dans un monde global. Et la bonne chose, c'est ce que j'ai dit à Greta Thunberg et à Fridays for Future lorsqu'ils ont reçu le prix de l'ambassadeur de la conscience décerné par Amnesty International. Et je leur ai dit, écoutez, que la lutte pour la justice climatique soit drôle, amusante, célébrons notre communauté, faisons-nous plaisir, veillons à rire tout au long de notre combat. Malgré ces défis tragiques, il ne faut pas donner à ceux qui n'ont pas eu le courage politique de faire les choses qu'il fallait faire au moment donné, qu'ils ont également quitté, nous ont également enlevé et enlevé des générations futures toute source de joie. Parce que on voit chez nos enfants, en particulier chez les jeunes filles, qui se demandent la question dramatique de voir si elles vont avoir des enfants ou pas. Et ce ne sont pas des cas isolés. Dans tous les pays, cette question se pose de la part des jeunes gens et des jeunes filles. Donc, dans tout ce contexte, toute communauté du monde entier, dans toute communauté du monde, je vois de la joie, du bonheur. Et ma philosophie, c'est de me dire que soyons plus créatifs dans notre activisme. Et je vous dis juste quelque chose sur l'autocritique, sur ce que j'ai pu faire, c'est que dans la lutte climatique en particulier, et dans d'autres luttes également, lorsque l'on parle du climat, on a des récits qui s'adressent à la tête, au côté cérébral, c'est-à-dire que l'on parle à 1,5 degré, et puis alors on utilise toute une flopée d'acronymes que même des personnes qui participent aux négociations sur le climat ne maîtrisent pas complètement, ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Et donc, à côté de ça, on a par exemple des personnes comme Steve Bannon
qui ne s'embarrassent pas de tous ces faits prouvés et qui n'ont aucun problème à mentir éhontément. Mais une chose qu'on peut apprendre d'eux, c'est qu'ils ne s'adressent pas à la tête des gens, au côté cérébral, avec des arguments scientifiques. Ils s'adressent et ils se souviennent qu'il y a une chose qui s'appelle le cœur des émotions. Et ils comprennent que les personnes sont remuées par les émotions, par les passions, et que c'est ce qui les pousse à l'action. Vous pouvez faire l'expérience suivante. Vous avez des personnes autour d'une table, vous leur demandez quels sont leurs films, chansons, discours ou books préférés. Et ils peuvent vous dire, ah oui, c'est celui-ci, c'est celle-là, etc. Mais vous leur demandez de quoi il s'agit. La plupart des personnes ne vont pas vous donner les détails de tout ceci. Mais ce dont ils se souviennent, c'est comment ça les a fait sentir, ce qu'ils ont ressenti. Donc, il faut nous adresser aux sentiments des gens et faire en sorte de construire ceci pour avoir une société qui est basée sur la tolérance, la passion, l'inclusion et tout ceci. Je vous remercie infiniment, Komi Nadeau, d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.